Notre identité est aux prises avec l'histoire, avec la mémoire et l'oubli. Beaucoup de critères. Dans la mienne, il y a « Ma mère est sortie vivante de l'enfer d'Auschwitz ». Vivante est un bien grand mot. Il lui restait un léger souffle de vie, mais vie quand même. Cela a été le fil conducteur de ma vie. J'ai toujours su son histoire, ce que signifiait le numéro tatoué sur son bras gauche. À la maison, dès qu'un livre, un article sur la déportation sortait, et dans l'après-guerre, il y en a eu beaucoup, mes parents l'achetaient. Et bien sûr, il y avait des images. Les nazis en ont pris beaucoup, et ils ont filmé le quotidien des déportés dans les camps. J'ai vécu cela très tôt. Et j'ai vu toutes ces images, j'ai vu tous ces films. Après la guerre, il y a eu de nombreuses manifestations pacifistes avec brandi le panneau « Plus jamais ça ». J'y étais avec mes parents, dans une poussette, quand je ne savais pas marcher, puis dans les bras de mon papa, puis sur mes deux jambes. La cérémonie annuelle au veilleur de pierre, j'y étais aussi. Celle au monument des maquis de lin à Cerdon également. Monument où est gravé « Où je meurs, renaît ma patrie ». À chaque fois, mon père prenait la parole et ma mère déposait une gerbe. Ado, je me suis occupée du club Anne Frank, rue Sainte-Catherine, à Lyon, dans le local où a été raflé Simon Badinter, le père de Robert Badinter, et 30 autres personnes. Cette rafle était dirigée par Klaus Barbie. Je vous explique cette partie de mon histoire, car si aujourd'hui la lecture théâtralisée du roman de Sarah Olling pour un peuple d'oiseaux est sur cette scène, c'est justement à cause de cette importante composante de mon identité. Le fil rouge de ma vie a toujours été lutter contre les préjugés et toutes les formes de discrimination par l'éducation aux valeurs humanistes. C'est une promesse que je me suis faite à moi-même et que je mènerai jusqu'à mon dernier souffle. Ne jamais permettre l'oubli, mais dans l'explication historique, l'échange avec la lecture d'ouvrages, de documents faits par des spécialistes dont les écrits sont incontestables parce que vérifiés et sans haine, jamais. Nous vivons une période difficile, troublée, pleine de fake news, d'informations fallacieuses, dans le but de manipuler, de tromper le public. C'est en travaillant avec les jeunes, en essayant de semer des petites graines, en leur enseignant les valeurs de notre vivre ensemble, à la lumière des valeurs de la République, que nous progresserons. Anne Frank est morte en 1945. Elle a écrit dans un de ses cahiers « Je pense que cette brutalité aura une fin, que le calme et la paix reviendront régner sur le monde. 76 ans après, nous n'y sommes toujours pas. Les jeunes sont notre espoir. Nous croyons en eux et nous leur faisons confiance. Ce sont eux qui ont le pouvoir d'y arriver. » Ce spectacle que vous allez voir est un acte artistique et citoyen. Les élèves pourront transmettre avec force l'universalité de cette mémoire si nécessaire aujourd'hui.
Que faudrait-il pour améliorer la transmission des valeurs, du savoir dans le monde? Il faut d'abord savoir ce que l'on veut transmettre. Il est possible de transmettre des valeurs maléfiques comme des valeurs morales. Si on opte pour la seconde option, c'est alors le rôle de l'éducation et de la culture. Cela passe par les films, les pièces de théâtre, les essais philosophiques, le spectacle aussi, auquel vous allez assister ce soir, porteur de valeurs humanistes, de valeurs universelles, contre l'amnésie collective. C'est ainsi que l'on transmet de belles valeurs, dont l'héritage sera, pour la personne qui le reçoit, bien supérieur à sa propre hérédité. Une petite ville de bord de mer, semblable à toutes les autres. En haut d'une colline, une vieille maison à 3 étages, rongée par les ans, qui semble attendre d'hypothétiques visiteurs. Ni la mer au loin, ni le vent, qui parfois se déchaîne, ne lui arrache plus aucune plainte. Seuls les chats des environs se donnent dans ces recoins des rendez-vous fiévreux. Tout près de la maison, un jardin public, quelques arbres, des massifs de fleurs, un toboggan jaune, une pelouse triste. En face, une rue qui serpente, avec quelques immeubles sans âme, et la maison, seule, anachronique en ce lieu. La porte d'entrée s'ouvre lentement. Un homme, courbé par l'âge, vêtu d'un long manteau de cuir noir, émerge de l'ombre avec précaution et referme la porte de la pointe de sa canne. Il se redresse, regarde le ciel. Ses yeux sont translucides. Il traverse la rue, s'avance vers le jardin d'un pas soudain plus déterminé. Sans se retourner, il agite sa main en direction de la maison. On aperçoit une ombre à la plus haute fenêtre. Puis, le rideau retombe. C'était à Auschwitz. C'est incroyable comment ils avaient organisé le tri des gens. Il y avait toujours ces beuglements, les Allemands avec leurs armes. On nous a demandé de laisser tout ce que nous possédions à l'intérieur. On le récupérerait plus tard. Nous sommes sortis des wagons de marchandises en un rien de temps, en quelques minutes, pas plus. Ils avaient séparé 1 millier de personnes, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. C'est bien connu, vous voyez. Un côté signifiait la mort, l'autre côté irait peut-être dans le camp d'Hitler. Mais on ne savait pas. On ne savait vraiment pas. Ils ont sélectionné 300 hommes, mais nous avons été chargés dans des camions. Comment ils faisaient? Ils retenaient ceux qui n'étaient pas trop vieux, mais pas les enfants, ceux qui étaient forts. Nous avons été emmenés à Auschwitz III, Buna. On y construisait un grand complexe chimique. Ils fabriquaient du caoutchouc synthétique, l'usine IG Farben. Aussitôt, nous avons été conduits dans une salle où on nous a enlevé tous nos vêtements civils. On nous a rasé les cheveux, tous les poils du corps, ça allait si vite. Tout le travail était fait par d'autres prisonniers. Vous voyez, les gardiens attendaient. Le sale boulot était fait par des camarades prisonniers. Nous étions nus, nous avons pris une douche. Puis, j'ai eu mon numéro tatoué. C'est le 117022. C'était supposé être mon nom. Je n'avais plus de nom. Voilà. Avec un long soupir, le vieil homme s'assoit sur le banc qui fait face à sa maison. Il sort de sa poche un sac. Il plonge la main et en retire une poignée de graines. Soudain, tous les oiseaux sont là, comme s'ils l'attendaient.
des moineaux, des mouettes et quelques pigeons. Ils l'entourent. Alors, son visage s'éclaire un court instant. Quelques rares passants pressés font ce que font tous les passants. Il passe. Jetant un regard furtif à l'homme sur le banc. Indifférent à toute autre sollicitation que ses froids scandales, le vieil homme s'enfonce au creux du banc, desserre son écharpe et commence son récit. Au son de sa voix, les oiseaux s'immobilisent. Certains se posent sur le banc, un autre, plus audacieux, sur son épaule. Lorsque je l'ai aperçu pour la première fois, je me souviens encore aujourd'hui du vent d'émotion qui me lamina le cœur. Ainsi, il m'était possible de ressentir, d'éprouver quelque affect après 6 mois passés ici. C'est dans la pratique routinière des camps d'extermination que la haine et le mépris instillés par la propagande nazie trouvent leur plein accomplissement. Là, en effet, il ne s'agit plus seulement de mort, mais d'une foule de détails maniaques et symboliques, visant à tous à prouver que les Juifs, les Tziganes et les Slaves ne sont que bétail beau hors Dieu. Qu'on pense à l'opération de tatouage d'Auschwitz par laquelle on marquait les hommes comme des bœufs au voyage dans des wagons à bestiaux qu'on n'ouvrait jamais afin d'obliger les déportés hommes, femmes et enfants à rester des jours entiers au milieu de leur propre excrément au numéro matricule à la place du nom, au fait qu'on ne distribuait pas de cuillères alors que les entrepôts d'Auschwitz à la libération en contenaient des quintaux. Les prisonniers étant censés laper leur soupe comme des chiens, qu'on pense enfin à l'exploitation infâme des cadavres traités comme une quelconque matière première propre à fournir l'œuf des dents, les cheveux pour en faire du tissu, les cendres pour servir d'engrais aux hommes et aux femmes ravalés au rang de cobayes sur lesquels on expérimentait des médicaments avant de les supprimer. Le moyen même qui fut choisi après de minutieux essais pour opérer le massacre était hautement symbolique. On devait employer, et on employa le gaz toxique déjà utilisé pour la désinfection des cales, des bateaux et des locaux envahis par les punaises ou les poux. On a inventé au cours des siècles des morts plus cruelles, mais aucune n'a jamais été aussi lourde de haine et de mépris. La projection commença. Pour la première fois, je vis les montagnes, ces terribles montagnes dont je n'avais lu que des descriptions. Les bobines tournaient, dévidant leur pellicule. On n'entendait que le ronronnement du projecteur. Des terrils de chaussures, de vêtements, des pyramides de cheveux et de membres, ni figurants, ni décors, contrairement à ce film que ma mère et moi avions regardé en silence. Je serais bien allé m'enfermer pour échapper à ces images. L'une d'entre elles m'a rivé à mon siège, celle d'une femme qu'un soldat en uniforme tirait par un pied pour la précipiter dans une fosse déjà comble. Ce corps désarticulé avait été une femme qui avait couru les magasins, contemplé dans un miroir la ligne élégante de sa nouvelle robe, une femme qui a remis en place une mèche échappée de son chignon. Elle n'était plus que cette poupée désarticulée, traînée comme un sac, et dont le dos rebondissait sur les cailloux d'un sentier. Brusquement, le vieil homme se lève du banc avec une force étonnante. Les oiseaux s'envolent, juste un peu plus loin. Ils se tiennent resserrés, en masse compacte et bruissante. Semblant l'observer, il murmure. Je ne pourrais pas continuer ainsi, à quoi bon? Je ne suis pas le gardien du passé. Le vieil homme s'arrête de parler, traverse de son regard absent les passants qui s'étaient massés autour de lui comme d'habitude. Il dit sur un ton désespéré. Je m'étais pourtant juré, Léa. Je n'ai pas su. Puis il sort de sa poche son sac de graines et en jette une autre poignée à la volée. Tandis que les oiseaux festoient, il prend avec une infinie précaution quelques lettres, au fond même de sa poche, en saisit une et range les autres. Vous, qui avez pleuré 2000 ans, un qui a agonisé 3 jours et 3 nuits, quelles larmes aurez-vous pour ceux qui ont agonisé beaucoup plus de 300 nuits
et beaucoup plus de 300 journées. Combien pleurerez-vous, ceux-là qui ont agonisé tant d'agonies, et ils étaient innombrables. Ils ne croyaient pas à résurrection dans l'éternité, et ils ne savaient que vous ne pleureriez pas. Oh, vous qui savez, saviez-vous que la faim fait briller les yeux, que la soif les ternit? Oh, vous qui savez, saviez-vous qu'on peut voir sa mère morte et rester sans larmes? Oh, vous qui savez, saviez-vous que le matin, on veut mourir, que le soir, on a peur? Oh, vous qui savez, saviez-vous qu'un jour est plus qu'une année, une minute, plus qu'une vie? Oh, vous qui savez, saviez-vous que les jambes sont plus vulnérables que les yeux, les nerfs plus durs que les os, le cœur plus solide que l'acier? Saviez-vous que les pierres du chemin ne pleurent pas? Qu'il n'y a qu'un mot pour l'épouvante? Qu'un mot pour l'angoisse? Saviez-vous que la souffrance n'a pas de limite? L'horreur, pas de frontières? Le saviez-vous? Vous qui savez? Ma mère, c'était des mains, un visage. Ils ont mis nos mères nues devant nous. Ici, les mères ne sont plus les mères de nos enfants. Fin 1946, nous partîmes pour la Palestine sur ce bateau, si joli nom. À Tikva, l'espérance, quelle dérision! Qui avait eu l'audace de le nommer ainsi? Qu'espérer alors que ce nom même ne signifiait plus rien, n'éveillait aucun écho? Nous étions jeunes encore, mus par quelques pulsions d'une illusoire reconquête intérieure. La Palestine nous semblait un compromis acceptable à notre désespérance. Il nous suffisait de nous regarder les uns les autres pour mesurer le peu de force qu'il nous restait. Que serions-nous devenus sans la musique, sans souvenir dans nos mémoires, malgré l'horreur de ce que cette mémoire évoquait précisément pour moi, qui n'aspirais qu'à l'oubli? Le voyage fut interminable. Etty, ma sauvageonne petite sœur, ne nous avait pas suivis. Elle avait échappé à nos errances et devait encore être près de Lyon, où Simon l'avait retrouvée par hasard en 1943. Simon, qui se fermait dès que je lui parlais d'Etty. Tant de secrets, tant de mensonges que les hommes propagent de génération en génération. Et si le monde entier me prend pour un fou, parce que je ne m'adresse plus qu'à vous, mes pauvres compagnons ailés, peu m'importe. Paris fut leur première halte d'êtres humains libérés, mais entravés par la permanence de souvenirs délétères. Ils avaient repris forme humaine à l'hôtel Lutetia. En ce printemps 1945 finissant, l'hôtel Lutetia, temple du luxe, où avant-guerre, l'intelligentsia tenait salon, voyait par vagues successives arriver dans l'immense hall, aux dorures presque insolentes, des cohortes d'hommes et de femmes absolument éteints, maigres, au-delà même de ce que ce terme pouvait définir, hagards, tenant à peine debout, ce hall où se succédaient des vagues d'êtres éperdus d'espoir, une photo à la main, cherchant à reconnaître un proche, interpellant les nouveaux arrivants, dont le regard vide les traversait, sans les voir. Tant de désespoir et d'espérance entremêlés. Ici, cependant, précisément ici, le vivant chassait le néant en un pari fou sur un avenir résolument improbable. C'est un homme épuisé et miné par des mois de détention dans des conditions innommables,
et souffrant du typhus que Marguerite Duras retrouve. Il devait peser entre 37 et 38 kilos. L'os, la peau, le foie, les intestins, la cervelle, le poumon, tout compris, 38 kilos, répartis sur un corps d'1,78 m. On le posait sur le seau hygiénique, sur le bord duquel on disposait un petit coussin, là où les articulations jouaient à nu sous la peau. La peau était à vif. Une fois assis sur son seau, il faisait d'un seul coup un glou énorme, inattendu, démesuré. Ce que se retenait de faire le cœur, l'anus ne pouvait pas le retenir. Il lâchait son contenu. Au commencement, le cou faisait un angle droit avec l'épaule. En haut, le cou pénétrait à l'intérieur du squelette, et il courait en haut des mâchoires, s'enroulait autour des ligaments comme un lierre. Au travers, on se voyait se dessiner les vertèbres, les carotides, les nerfs, le pharynx et passer le sang. La peau était devenue du papier à cigarette. Il faisait donc de cette chose gluante, verte, sombre, qui bouillonnait, merde que personne n'avait encore vue. Lorsqu'il l'avait faite, on le recouchait. Il était anéanti, les yeux mi-clos, longtemps. Pendant 17 jours, l'aspect de cette merde resta la même. Elle était inhumaine. Elle le séparait de nous plus que la fièvre, plus que la maigreur, les doigts désolés, les traces des coups des SS. On lui donnait de la bouillie jaune d'or, bouillie pour nourrisson, et elle ressortait de lui, vert sombre, comme de la vase de marécage. Marécage, démesuré, cœur, Cœur, pôle, églou, squelette, peau. mâchoire, ligaments. J'arrivais à Turin le 19 octobre, après 35 jours de voyage. La maison était toujours debout, toute ma famille vivante. Personne ne m'attendait. J'étais enflée, barbue, les vêtements déchirés, et j'eus du mal à me faire reconnaître. Je retrouvais la vitalité de mes amis, la chaleur d'un repas assuré, la solidité du travail quotidien, la joie libératrice de raconter. Je retrouvais un lit large et propre que le soir, avec un instant de terreur. Je sentissais des mollements sous mon poids, mais je mis des mois à perdre l'habitude de marcher, le regard au sol, comme pour chercher quelque chose à manger ou à vite empocher pour l'échanger contre du pain. Et j'ai toujours la visite, à des intervalles plus ou moins rapprochés, d'un rêve qui m'épouvante. C'est un rêve à l'intérieur d'un autre rêve. Je suis à nouveau dans le camp, et rien n'était vrai que le camp. Le reste, la famille, la nature en fleurs. Le foyer n'était qu'une brève vacance, une illusion de sens, un rêve. Le rêve intérieur, le rêve de paix est fini, et dans le rêve extérieur qui se poursuit et me glace, j'entends résonner une voix que je connais bien. Elle ne prononce qu'un mot, un seul, sans rien d'autoritaire, un mot bref et bas, l'ordre qui accompagnait l'Oba Auschwitz, un mot étranger attendu et redouté, debout. 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 Toujours debout. Le système concentrationnaire nazi demeure une chose unique, tant par les dimensions que par la qualité. Dans aucun autre lieu ni temps, on a assisté à un phénomène aussi soudain et aussi complexe. Jamais autant de vies humaines n'ont été éteintes et en aussi peu de temps, et avec une combinaison pareillement lucide d'intelligence technique, de fanatisme et de cruauté. Peu à peu, les cheveux de Léa repoussèrent et revinrent éclairer son visage émacié d'une couronne dorée. Lentement, Yann réapprit à se tenir les épaules droites. Lui, si beau, si puissamment solaire en ses jeunes années.
I should have known I'd leave alone. Just goes to show that your blood you bleeded just to blow your own. We were a pair, but I saw you there. Too much to bear. Where my life, her life is far away from fair. Was I stupid to love you? Was I reckless still? Was I happy you still everybody else? That I fallen for real love. You will never on my side. For me once, for me twice, paradise, a paradise. Now you never see me cry. There's just no time to die. I let it burn. You are longer my concern. Faces from my past return, and I've a lesson yet to learn. That I've fallen for love. You will never want my side. For me once, for me twice, paradise, a paradise. Now you never see me cry. There's just no time to die. No time to die. No time to die. Ooh. For me once, for me twice, paradise, a paradise. Now you never see me cry. There's just no time to die. Lorsque le vieil homme sort de chez lui ce matin-là, le ciel semble plombé. Au loin, la mer s'agite, en vain. Ombre gris terne et nuages entremêlés. Sans se retourner, Yann agite sa canne en direction de la haute fenêtre. Comme le premier jour, le rideau retombe lentement. D'un pas plus assuré, il se dirige vers son banc. Les oiseaux commencent alors à se regrouper sous la lumière froide. Ce jour-là, comme toujours, le vieil homme commence son récit en s'adressant à son public d'oiseaux, apparemment inconscient de l'étrangeté de son comportement. Cette histoire est arrivée il y a bien longtemps. En 1912, près de Vienne, dans un village reculé d'Autriche, naquit un enfant qui voulait transformer le monde. C'était un enfant semblable à tous les autres, innocence et cruauté intimement mêlées. Il avait pour compagne de jeu une petite fille, belle comme un ange. Les passants cessent peu à peu de passer et se regroupent autour du vieil homme qui parle aux oiseaux. Pauvre Marthe, comme nous avons changé. Soupire le vieillard.
interrompant un bref instant le cours de son histoire. Puis, reprenant son souffle, la voix légèrement cassée, indifférent au badaud agglutiné autour de lui, il reprend son récit, son regard translucide, fixant les moineaux, les mouettes et les quelques pigeons qui l'entourent. Il y a si longtemps, Marthe. C'est cela. Elle se nomme Marthe, mais plus personne ne l'appelle désormais autrement que la vieille qui rit tout le temps. Peut-être l'avez-vous déjà croisée. On dit qu'elle a perdu la raison. Elle marche dans les rues de la ville, selon un rite immuable, toujours le même parcours, aux mêmes heures, chaque jour à chaque jour, semblable, tous les matins, hiver comme été. La même scène se reproduit. Marthe retourne chez elle. C'est là que je l'attends, cachée derrière le perron. Elle pousse la porte, pose son sac, s'approche du piano et pleure. Au-dessus du piano, un immense portrait d'un enfant rieur aux yeux d'un vert intense, des cheveux bouclés, une étoile d'or cousue sur sa veste. Autour, le chaos, fouillis de tréteaux chargés de lambeaux de vêtements, sculptures inachevées de visages aux yeux grands ouverts sur Pichipoy, aux bouches parfois serrées, parfois béantes. Partout, des poupées de chiffon posées à même le sol, exorcisant le fantôme de fillettes oubliées. La pièce est immense, traversée par le souffle de ceux qui oublièrent un jour de revenir, ceux que je connais si bien, mes propres fantômes. Marthe allume alors 2 bougies qu'elle dispose sur le piano, puis invariablement, elle glisse à terre, serrant dans ses bras l'une des poupées et chantonne. Jüdische Mame, jüdische Mame, jüdische Mame, sag mir, wer das kann. jüdische Mame, jüdische Mame. Es nicht war keine Geld, was miteinander uns ist. Und doch das Merkmal Jüdische Mame, jüdische Mame. Zweiter gibt mir keinem nie, das hat nicht kein Gewinn. Oh, wenn es noch verloren. Elle regarde ses mains brisées, frotte, encore et encore, jusqu'à la blessure. Ces traces d'encre sur son bras, qui jamais ne s'effacent, et hurle. Puis, respectant à la lettre le rituel de douleur qu'elle s'est imposé depuis plus de 40 ans, puisqu'elle a des raisons, elle rampe sur le sol. Elle s'empare fiévreusement d'une grande boîte, en sort des bracelets de photos et murmure. Pas ce soir, David. Je suis fatiguée. Je rirai demain. Je te le promets, oui, demain. Je rirai. Et tu courras te jeter sur moi pour me faire taire. Demain, David ailé. Demain. Un monde entier. Un monde englouti. Yann Oldman, j'écoute. Parlez plus fort, je ne vous comprends pas. Les pompiers sont en route. La maison de Madame Marthe est en flammes. Oh mon Dieu, Marthe, elle est... Je ne sais pas, monsieur. J'arrive tout de suite. Arrivé devant la porte de Marthe,
Et Yann, un court instant, recule. Trop de violence liée à ces flammes le projette une fois de plus au bord de la folie. Ses parents, David, Léa, Marthe. La cohorte de ces fantômes vient encore de grandir. Grandir. Folie, violence, flamme, fantôme, Léa, David, Léa, jamais. Nuit, fumée, flamme, visage, enfant, condamné, corps, désert, jamais. rêve, Assassinaire, cour, silence, jamais, homme, éternité, affolé, désir de vivre, jamais. brutalité, Assassinaire, antichambre, Dieu, jamais, âme, jamais, rêve, jamais, désert, jamais, jamais. désir de vie, Antichambre de l'enfer, jamais, visage, jamais. enfant, Homme, affolé, cri, désert, brutalité, condamné, vivre, désir Bleuté. de vivre, antichambre, jamais, 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 jamais. Flamme, fumée, Marthe, visage, Marthe, enfant, enfant, corps, volume. fumée. Jamais je n'oublierai cette nuit, la première nuit de camp qui a fait de ma vie une nuit longue et 7 fois verrouillée. Jamais je n'oublierai cette fumée. Jamais je n'oublierai les petits visages des enfants dont j'avais vu les corps se transformer en volutes sous un azur muet. Jamais je n'oublierai ces flammes qui consumèrent pour toujours ma foi. Jamais je n'oublierai ce silence nocturne qui m'a privé pour l'éternité du désir de vivre. Jamais je n'oublierai ces instants qui assassinèrent mon Dieu et mon âme, et mes rêves qui prirent le visage du désert. Jamais je n'oublierai cela, même si j'étais condamné à vivre aussi longtemps que Dieu lui-même. Jamais. La baraque où l'on nous avait fait entrer est très longue. Au toit, quelques lucarnes bleutées. C'est cet aspect que doit avoir l'antichambre de l'enfer. Tant d'hommes affolés, tant de cris, tant de brutalité bestiale. Yann Holman est assis dans le salon. Au loin, le lent mouvement de la mer contre les rochers. Au loin, les oiseaux. D'une main ferme, il trace quelques mots adressés à ces fantômes. Aujourd'hui, j'ai voilé toutes les ouvertures. La lumière du jour m'est devenue insupportable. Elle me renvoie crûment à ma propre noirceur. Peut-être ne devrais-je même plus sortir. Finalement, après tant d'années, je n'ai rien apaisé, rien réparé. Seules mes mains se souviennent encore parfois qu'elles avaient ce pouvoir particulier de faire naître des émotions. Oh Marthe, oh Léa, mes presque fantômes, je n'ai pas su être rempart. J'ai assiégé par tant de doutes et d'amertume ma propre forteresse. S'il existe une entité suprême, qu'elle ait pitié de moi et me libère de mon enveloppe inutile. Pendant des semaines, le vieil homme ne sortit plus de chez lui. Daniel, son plus fidèle élève, passait chaque jour prendre de ses nouvelles et lui apporter des provisions. Yann semblait avoir renoncé à ce souffle de vie qu'il avait maintenu debout si longtemps. Pour Marthe, même le banc et les oiseaux au loin ne l'attiraient plus. Son ultime quête, avant de lâcher définitivement prise, était de retrouver la trace d'Hetty. Depuis des années, il avait perdu le contact avec sa sœur et avec Simon. Il se sentait infiniment coupable de toutes ces lettres qu'il ne s'était plus donné la peine d'ouvrir et qui s'accumulaient dans l'entrée de sa maison, semblant le narguer à chaque fois qu'il passait devant. Peu à peu, Yann avait dressé entre le monde et lui une barrière de refus et d'indifférence. Voilà le ton des récoltes
se disait-il, étonné lui-même du manque viscéral que l'absence d'éthique creusait dans son existence. Il se sentait si vieux. Il songeait à Simon, né 4 ans avant lui. Simon, qui s'il n'était déjà mort, avait atteint 81 ans. Et Haïti, et ses 67 ans. Le temps des récoltes. Dieu était-il si cruel? Vous voudriez savoir, alors vous demandez des choses simples, la faim, la peur, la mort. Et nous ne savons pas répondre. Nous ne savons pas répondre avec vos mots, à vous, et nos mots, à nous. Vous ne les comprenez pas. Alors vous demandez des choses plus simples. Dites-nous, par exemple, comment se passait une journée. C'est si long une journée que vous n'auriez pas la patience. En dehors du temps, sous le soleil d'avant la création, les yeux pâlissent, les yeux s'éteignent. Les lèvres pâlissent, les lèvres meurent. Toutes les paroles sont depuis longtemps flétries. Tous les mots sont depuis longtemps décolorés. Savoir. Simple. Faim. Peur. Mort. Mort. Répondre. Mots. Long. Parole. Patience. Parole. Soleil. Création. Survivre au camp, certains y parvinrent. Presque tous ont vu mourir les déportés qui se trouvaient juste à côté d'eux, victimes de la colère d'un capot ou du sadisme d'un SS, et tous se sont dit qu'ils auraient pu être celui-là. Comment raconter cela et tant d'autres horreurs à ceux qui n'en ont pas vécu? Quel sens donner à une vie tant de fois remise en question? Ces interrogations hantent certains anciens déportés tout au long de leur existence, lui ôtant tout sens. Les rescapés, dans une certaine mesure, dérangent, effraient, qu'elles rappellent à l'humanité qu'ils ont vécu en dehors d'elle et qu'elle n'a pas su s'opposer à cette situation. Le langage humain peut-il restituer une telle expérience? Beaucoup de survivants pensent que non et se taisent des années durant. Ils essaient de refaire leur vie. Il faut attendre les années 60-70 pour que la parole se délivre vraiment. Souvent, Daniel était près de lui, prenant soin de son vieux maître, comme d'un père. Ce jeune homme que Yann avait formé à la direction d'orchestre durant de longues années laborieuses, ces 3 dernières années s'apprêtait à intégrer le Philharmonique de Berlin dès l'automne 1989. Il ne comprenait pas les violentes colères qui agitaient son maître lorsqu'il le remerciait de l'avoir aidé à rendre son rêve possible. Qu'évoquait Berlin pour Yann? Inlassablement, Daniel le suppliait de lui raconter son premier concert en 1937. Invariablement, Yann se fermait, obstinément rétif, aux suppliques de son élève. Il raconta à Daniel le départ d'Etty pour Lyon à la fin de l'année 35. Daniel, une poignée de lettres dans la main, l'interrompit. Que s'est-il passé en 1937 à Berlin, lors de vos premiers concerts? Tu ne lâcheras donc jamais prise. Non, bien sûr que non. Insolente jeunesse. Ce qui s'est passé à Berlin. Le vieil homme s'enfonce un peu plus dans son fauteuil. Regarde longuement ses mains. La nuit commençait à tomber lorsque Yann cessa de parler. Pendant quelques instants, les yeux fermés, il resta mobile. Puis, d'une voix très douce, il demanda à Daniel de le laisser seul. Daniel, après avoir préparé sur un plateau un peu de nourriture et du thé, le déposa sur la table du salon et sortit. Quand le jeune Marcel, à l'âge de 10 ans, est revenu des camps, personne ne lui a posé la moindre question. Il a gentiment été reçu dans une famille d'accueil
où il restait silencieux pendant plusieurs mois. On ne lui demandait rien, mais on le reprochait de se taire. Alors il a voulu raconter. Il s'arrêtait bien vite en voyant sur le visage de ses parents les mimiques de dégoût que son histoire provoquait. De telles horreurs existaient, et l'enfant qui en parlait les évoquait dans leur esprit. On peut tous réagir ainsi. Vous voyez un enfant, vous le trouvez mignon. Vous voyez un enfant, il parle bien. Vous échangez gaiement avec lui, et soudain il vous dit « Tu sais, je suis née d'un viol. C'est pour ça que ma mère m'a toujours détestée. Comment voulez-vous continuer à sourire ? Votre attitude change, vos mimiques s'éteignent. Vous vous arrachez quelques mots inutiles pour lutter contre les sens. C'est tout. » C'est tout. C'est tout. Inutile Inutile. pour lutter contre Toujours lutter. le silence. C'est tout. Silence. Toujours ce silence. C'est tout. C'est toujours tout, mais c'est tout. C'est tout. Le silence. C'est tout. C'est tout. C'est toujours. Le silence. Ce silence. Encore le silence. Le silence. Le tout est de tout dire, et je manque de mots, et je manque de temps, et je manque d'audace. Je rêve, et je dévide au hasard mes images. J'ai mal vécu, et mal appris à parler clair. Le tout est de tout dire, et je manque de mots. Je veux montrer la foule et chaque homme en détail avec ce qui l'anime et qui le désespère, son espoir et son sang, son histoire et sa peine. Je veux montrer la foule immense, divisée, la foule cloisonnée comme en un cimetière, et la foule plus forte que son ombre impure, ayant rompu ses murs, ayant vaincu ses maîtres. La justice debout, le bonheur bien planté. Le tout est de tout dire, et je manque de temps. Saurais-je mettre au clair l'amour et ses raisons, sa comédie de plomb, sa comédie de paille, les actes machinaux qui font le quotidien? Aurais-je assez de mots pour liquider la haine et montrer la victime écraser ses bourreaux? Saurais-je colorer le mot révolution? Rien n'est semblable, tout est neuf, tout est précieux. J'entends de petits mots devenir des adages. L'intelligence est simple au-delà des souffrances. Le tout est de tout dire, et je manque d'audace. Saurais-je comment dire à quel point je suis contre les absurdes manies que noue la solitude? J'ai failli en être dissous, corps, cœur, esprit, comme meurt un héros, ligoté, bâillonné. Il s'en fallut de peu que mes frères me chassent. Je croyais prendre au présent plus qu'ils ne possèdent, mais je n'avais aucune idée du lendemain. Je dois ce que je suis aux hommes qui ont vu ce que la vie contient, à tous les insurgés, vérifiant leur cœur et se serrant la main. Pourrais-je enfin dire, la porte s'est ouverte, les oiseaux passent à travers d'autres espaces. Le tout est de tout dire, à partir d'un mot franc et de choses réelles.
la confiance ira, sans idée de retour. Et nul ne parlera une langue étrangère. Et nul n'aura envie de piétiner un toit, d'incendier des villes, d'entasser des morts. Car j'aurai tous les mots qui servent à construire. On rira d'être fraternel à tout moment. On sera bon avec les autres. Les frictions délicats feront place à la houle. Plus rien ne nous fera douter de ce poème que j'écris aujourd'hui pour effacer hier. Daniel revint le lendemain après-midi. Le vieil homme était à la même place. Le plateau près de lui n'avait pas été touché. Il semblait profondément endormi. Daniel lui prit une main, soudain inquiet. Et Yann ouvrit les yeux, secoua la tête un instant et sourit au jeune homme assis à ses pieds. Tout va bien. Ton vieux maître a encore des ressources. Je suis seulement si fatigué. Tu me fais voyager très loin dans le temps, Daniel. Je ne suis pas sûr qu'il soit utile, ce voyage, tu sais. Je t'ai parlé de Léa, cette violoniste prodigieuse que j'ai tant aimée. Léa aussi a passé le reste de sa vie à courir après nos fantômes. Elle voulait que je sois le rassembleur de nos étincelles. Pourtant, je suis celui par qui la destruction est arrivée. J'ai passé mon temps depuis à essayer de l'oublier, puis à vouloir réparer. Je n'en peux plus, petit. Pourquoi m'obliges-tu à revenir sur ce passé qui m'étouffe? Pourquoi? 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 Étouffe. Pourquoi passer? Pourquoi oublier? Réparer? Réparer. Pourquoi? Pourquoi? Étouffe. Raconter le passé signifiait renégocier le sens des mots. Gloser à jamais le passé afin qu'il ne s'efface pas dans les grands vides de l'indicible. Alors, pour la première fois, nous nous apercevons que notre langue manque de mots pour exprimer cette insulte. La démolition d'un homme. Nous disons faim, nous disons fatigue, nous disons peur et douleur. Nous disons hiver, en disant cela, nous disons d'autres choses. Des choses que ne peuvent exprimer les mots libres, créés par et pour des hommes libres qui vivent dans leur maison et connaissent la joie et la peine.
Si les lagueurs avaient existé plus longtemps, ils auraient donné le jour à un langage d'une âpreté nouvelle. Celui qui nous manque pour expliquer ce que c'est de peiner tous les jours dans le vent, à une température au-dessous de zéro, avec pour tout vêtement une chemise, des caleçons, une veste et un pantalon de toile, et dans le corps la faiblesse et la faim, et la conscience que la fin est proche. Prenant doucement Yann sous le bras, Daniel le conduisit jusqu'à son fauteuil et lui répondit: « Vous avez été plus qu'un père pour moi. Vous m'avez formé, donné des valeurs, le sens de l'esthétique. Vous m'avez appris à aimer passionnément la grâce et la beauté, à la faire naître sous mes doigts, à la transcender par la musique. Je voudrais juste vous rendre un peu de légèreté, vous permettre de faire la paix avec vous-même. J'aimerais juste comprendre ce qui vous a brisé et aussi vous aider à retrouver votre sœur. J'ai 20 ans et je vis dans un monde libre. Grâce à vous, je comprends la portée de ce mot. Je sais la chance que j'ai. Je ne veux pas vous faire souffrir, vous le savez, n'est-ce pas? Daniel sourit à Yann. Le vieil homme lui pose ses 2 mains sur la tête dans un geste soudain de bénédiction. Tous les deux se regardent avec une infinie tendresse. L'un et l'autre avaient compris la force du serment tacite qu'ils venaient d'échanger. Daniel prit son violon et joua pour son vieux maître un passage de Fidelio. Les 2 hommes firent quelques pas, étonnés l'un et l'autre de ces instants de légèreté, les vivant dans une absolue détermination à ne pas les laisser s'échapper. Pourtant, même pendant cette courte promenade fraternelle, Daniel savait que ses lendemains, précisément, étaient comptés pour Yann. Vous ne mourrez pas, pas encore. Vous avez tant à m'apprendre, monsieur. S'asseoir quelques minutes sur son banc, face à la mer, jeter à la volée des poignées de graines à ses chers oiseaux. Grâce aux recherches de Daniel, il avait revu Etty et Simon. Il s'était laissé de nouveau ancrer par la vie. Infiniment plus difficile était le chemin à parcourir désormais. Mais il n'avait plus assez de force pour bâtir
de nouvelles chimères. Allons, ne faiblis pas, il n'est plus temps, murmura-t-il. Regardant longuement les oiseaux se disputer les graines éparses sur le sol, il se préparait intérieurement à jouer le dernier acte. La nuit était définitivement tombée lorsque Daniel trouva enfin le courage de lire la lettre qu'il attendait. Villers, ce 12 avril 1988. Mon très cher enfant, tout d'abord, je te demande de me pardonner de ne pas t'avoir attendu pour accomplir mon dernier voyage. Te souviens-tu de ce que je t'avais dit? J'étais arrivé au terme de mon existence depuis la mort de Marthe. Grâce à toi, j'ai pu revoir Etty et Simon. Je pars avec un bonheur intense qui m'accompagne. Ce chemin-là, je ne pouvais le parcourir avec toi. Sur le mur de ta vie, il reste une partition belle et vibrante à écrire. Je sais que tu es triste, mais je sais aussi combien tu avais compris qu'il était inutile de chercher à entraver le cours d'une histoire. La mienne s'achève sereinement. Tu sais, lorsque nous sommes sortis de là-bas, en mai 1944, ce là-bas que je refuse de nommer, je m'étais fait la promesse de réparer ce que je croyais être une faute inqualifiable. Avoir couvert l'évasion de Marcus Bronfman. Tu te souviens que je t'ai parlé de cet homme qui m'avait prêté sa limousine et son chauffeur en 1937 à Berlin? Je l'ai retrouvé là-bas. Nous y étions tous, d'ailleurs, Simon, Marthe, Léa, mon dernier amour dont je ne t'ai jamais parlé, et moi. Sache seulement que cet homme s'est servi de moi pour créer un orchestre symphonique dans ce lieu désincarné, hors de toute conception même de la grâce. Parce qu'il était un mélomane bien noté, il avait été nommé responsable de l'orchestre de ce camp. Avant, il y avait eu le vacarme, les chiens, les coups de crosse, le pas de course dans la boue, sous la lumière crue des projecteurs, tout au long de l'avenue des Aigles. Soudain, nous avions marché lentement, dans un silence glacial. C'était la nuit, finis les grands éclairages vanériens. On ne distinguait pas bien où nous étions. Une fois franchi le portail monumental, les SS et les chiens étaient restés de l'autre côté. On nous avait conduits jusqu'à un bâtiment à 2 étages. Ensuite, au rez-de-chaussée de cet édifice, nous fûmes tassés dans une immense salle de douche. Épuisés par les jours et les nuits du voyage dans l'inconnu, les heures ont passé. L'eau qui coulait au robinet de la grande salle était infecte, tiède et fétide. Nous ne pouvions étancher notre soif. Plus tard, très longtemps après, ça a bougé de nouveau. Des portes sont ouvertes. On a hurlé des ordres. Par paquet de 15 à 20 hommes, nous avons été poussés dans une salle attenante. Il fallait nous déshabiller, laisser tous nos vêtements, nos objets personnels, ceux qui avaient pu échapper aux multiples fouilles pratiquées pendant le voyage. Sur une sorte de comptoir, on se retrouvait aussitôt nus désormais. Dans une autre salle de la longue suite de celles qui occupaient le rez-de-chaussée des bâtiments des douches. Là, les coiffeurs, armés de tondeuses électriques, dont le fil pendait du plafond, nous rasaient rudement le crâne, tout le corps. Nus comme des vers, en effet, désormais, l'expression habituelle, banale, devenait pertinente. Marcus Bronfman m'a reconnu à mon arrivée. C'est vrai que j'étais encore reconnaissable. Il m'a fait transférer dans son baraquement et m'a ensuite utilisé pour sélectionner les meilleurs musiciens, soi-disant au nom de la musique. J'en ai refusé, sous les yeux de Simon, Marthe et Léa que j'ai rencontrés là-bas. Ils étaient dans un autre bâtiment et Marcus Bronfman m'avait promis qu'il ne leur arriverait rien.
il ne leur est rien arrivé. Rien. Si on considère que David, l'enfant de Marthe, disparu en fumée, ce n'était rien. Que les mains de Marthe, brisées par un fou, parce qu'elle ne jouait pas assez bien du piano, à ses yeux, ce n'était rien. Oui, Daniel. À la libération du camp, quand nous, les pauvres membres de cet orchestre dérisoire, avons pu nous joindre aux autres, j'ai laissé Marcus Bronfman s'habiller de guenilles, pris un mort. Je n'ai rien dit. Parce que je me sentais lié à ce monstre, pas plus digne que lui d'être en vie. J'avais, par mon inconscience, laissé faire. Et laisser faire, je le sais maintenant, est une aussi lourde faute que de tuer de ses propres mains. Des hommes et des femmes sont morts parce que je ne les avais pas trouvés dignes de faire partie de mon orchestre. Je jure cependant que je ne savais pas alors le sort qui leur avait été réservé. C'est pourquoi, quand Marcus, me rendant une ultime fois complice, a pris place dans la colonne des prisonniers évacués, je n'ai rien dit. Seuls Simon, Marthe et Léa savaient pendant toutes ces années le secret avec lequel je devais vivre. Et cet homme, par un étrange sentiment de reconnaissance envers moi, m'a recherché et poursuivi à travers le monde. À chacun de mes concerts, il était là. Si j'en avais eu le courage, je lui aurais brisé la nuque de mes mains, mais je n'ai jamais eu ce courage et je n'ai rien fait. Tu comprends maintenant pourquoi toute ma vie j'ai refusé d'appartenir à un orchestre. Mon existence entière a été brisée par cet être vil qui a banni en moi à jamais l'espérance et la lumière. Et le pire, vois-tu, mon très cher Daniel, c'est qu'aujourd'hui encore je reste persuadé que Marcus me vouait une sincère admiration. Un être abject, sans morale et sans conscience, m'admirait. Il fut à jamais pour moi la matérialisation de ma culpabilité. Tu connais la légende de la boîte de Pandore? Eh bien, c'est comme si j'avais été condamné par un Zeus cruel à avoir cette boîte constamment entr'ouverte à mes côtés dans la boîte. Mes pires cauchemars, mes plus violentes angoisses se tenaient tapis. Parfois, ils me bondissaient à la face. Quand Marcus Bronfman apparaissait, la boîte s'ouvrait complètement. Par ton admiration pour moi, ton affection, ta manière de ne jamais me juger, tu as refermé définitivement cette maudite boîte.
et tu m'as permis de partir enfin en paix avec moi-même. De là où je vais, j'espère pouvoir te protéger et t'aider à croire en toi. Tu es le fils que je n'ai pas eu. S'il existe une autre vie, alors peut-être, nous reverrons-nous un jour. En attendant, chaque fois que tu dirigeras un orchestre, chaque fois que tu joueras du violon, une parcelle de moi t'accompagnera. Il te suffit d'y croire. Il te suffit d'y croire. Il te suffit Il te d'y suffit croire. d'y croire. Tu es le fils Tu es le fils que je n'ai pas eu. que je n'ai pas eu. Il te suffit d'y croire. Il te suffit d'y croire. Il te suffit d'y croire. Vous qui vivez en toute quiétude, bien au chaud dans vos maisons, vous qui trouvez le soir en rentrant la table mise et des visages amis, considérez c'était un homme. Que celui qui peine dans la boue, qui ne connaît pas de repos, qui se bat pour un quignon de pain, Qui meurt pour un oui ou pour un non, considérez si c'est une femme, que celle qui a perdu son nom et ses cheveux, et jusqu'à la force de se souvenir, les yeux vides et le sein froid, comme une grenouille en hiver. n'oubliez pas que cela fut, non, ne l'oubliez pas, gravez ces mots dans votre cœur. pensez-y, chez vous, dans la rue, En vous couchant, en vous levant, répétez-les à vos enfants, ou que votre maison s'écroule, que la maladie vous accable, que vos enfants se détournent de vous. De vous se détourne. Il se détourne de vous. Encore. N'oubliez pas. Jamais. Souvenez-vous. N'oubliez jamais. Dites les mots. Toujours. Répétez-les. Toujours. Comment vivre après avoir survécu? Roska Kam, ma maman. Ce qu'elle nous a transmis, c'est une force de se battre tous les jours, une force de conquérir, une force de courage, une force d'avancer, quels que soient les obstacles, sans haine, jamais. Elle nous a donné cette foi dans la vie. Primo Levi. Le besoin premier était d'écrire afin de me libérer. Écrire dans un but thérapeutique. Écrire m'a soulagé. Il se suicidera le 11 avril 1987. Raphaël Esraël. Raphaël est arrêté le 8 janvier 1944 et transféré à Auschwitz. Il a 18 ans. À la fin de la guerre, nous étions anéantis. Pourtant, nous avons décidé que notre avenir ne passerait pas par le ressentiment, la haine, la vengeance, mais par la reconstitution d'un lien d'humanité avec les autres, avec tous les autres. Jean. Et puis c'est ainsi. Soit vous abandonnez et vous vous foutez en l'air, soit vous essayez de vivre comme un homme. Jacques. Après la guerre, alors que je n'avais plus rien, je me suis dit, maintenant il faut que je me batte, que je survive, pour leur montrer qu'ils n'ont pas réussi à nous exterminer. Je m'en suis pas mal tirée. Lily Keller Rosenberg. Arrêtée avec ses parents et ses deux frères et sœurs le 27 octobre 1943, seul son père n'est pas revenu. J'aime les gens. Je me sens comme un infatigable passeur de mémoire. Quand je regarde le chemin parcouru, les dizaines de milliers de jeunes croisés sur ma route auxquels j'ai pu transmettre mon témoignage, mon histoire, ma leçon de citoyenneté, de tolérance et d'humanisme, je crois que je peux commencer à affirmer mission accomplie. Et par le pouvoir d'un mot,
Je recommencerai ma vie. Je suis née pour te connaître, pour te nommer liberté. Il est temps de nous séparer maintenant, je suis fatigué. Tu trouveras dans le tiroir du secrétaire une partition pour violon et piano. Je l'ai appelée Atikva. Je l'avais composée pour Marthe et Léa, mais personne ne l'a jamais interprétée. Elle est pour toi. Tu trouveras également un peu d'argent. J'aimerais que tu t'occupes de mes chers oiseaux, que tu viennes de temps en temps leur donner des graines et leur parler de moi. La maison également est à toi, rends-la à la vie. Encore un mot. Encore un mot. Je ne te demande pas de me pardonner. Je te demande juste d'essayer de comprendre. Tu es si jeune que j'ai vraiment craint tout au long de ma confession d'avoir brisé ta capacité à rêver, à espérer. Pourtant, je peux te dire en cet instant précis que je crois encore à l'infini bonté de l'homme. Puisse l'Éternel veiller sur toi, mon très cher enfant, Yann Oldman. Daniel sort de la maison de Yann Oldman, son violon dans une main, son archet dans l'autre. Il se tient face à la mer, jouant l'ouverture de Fidelio pour un peuple d'oiseaux. Il n'a pas remplacé les enfants morts. Il sera simplement passeur de vie. Alexandrine, Angelina, Philippine, Sacha. Je pense qu'on peut les applaudir bien fort, ils ont eu peu de répétition. Alors, vous voyez ici 7 élèves dont les
programmes qu'on vous a donnés, il y en a 8. Mais elle a le Covid depuis hier. On a une pensée pour elle. Elle nous a accompagnés aujourd'hui. Et c'est vrai que Cécilia devait jouer. Quand vous avez vu les danseuses avec le morceau de tissu, elle devait jouer avec son piano et elle devait lire plusieurs textes. Donc on l'applaudit un peu. Alors, je voudrais vous présenter les autres personnes. Ilona, que vous avez vue plusieurs fois avec moi, c'est ma petite fille. Émile Césaire, professeur d'histoire, qui a travaillé. Le professeur de français qui a fait également un énorme travail. Sarah Honning, qui est l'auteur de Pour un petit oiseau. Amado, qui est comédien, qui a fait la mise en scène de ce spectacle et qui est aussi crieur de rue. Et puis, Daniel André, qui a récité pendant que je dansais. Alain Gagnère. Je charge Chloé de la fleur qui était destinée à Cécilia. Evelyne Drey, qui a coordonné l'ensemble des acteurs au sens large de ce spectacle et qui a donné son inspiration. Voilà. Je voudrais juste profiter de cet instant, de cette scène, pour vous dire que notre prochain événement est le 18 mai 2022. Quand vous êtes montés pour vous asseoir, vous pourrez regarder en descendant. Nous avons fait une exposition avec tout ce que fait le Café Citoyen et également tous les textes qui ont été lus dans leur ensemble, également avec les auteurs. Voilà, tout ça, c'est pour moi. Avant d'assister au bord de scène, ma grand-mère tenait à vous remercier très chaleureusement d'être tous venus regarder notre spectacle, qui lui tient tant à cœur et qui nous tient tous tant à cœur. Alors, merci. Alors Thierry devrait récupérer, où tu es Thierry? Là. Voilà, tu devrais récupérer le micro, c'est Dani. Et c'est le moment de nous poser des questions, donc vous levez le doigt. Sarah voudrait dire quelque chose. Je vais essayer. Merci infiniment. J'avais la voix complètement cassée avant d'arriver, j'ai réussi à tenir, mais si elle recasse, ne m'en veuillez pas.
Je vous remercie infiniment. Je voudrais surtout vous dire que ça a été un tel bonheur pour nous de collaborer avec nos petits artistes qui sont là. Nous avons eu des partenaires de scène extraordinaires. Les professeurs d'histoire ont fait un travail magnifique aussi. Et grâce à Evelyne Drey, avec laquelle de français, pardon. Grâce à Evelyne Drey, avec laquelle nous travaillons depuis presque 3 ans sur ce spectacle, en fait, on a été assez bousculés. C'est toute la force et toute la lumière de ce que j'essaye de faire d'abord dans ce livre, mais aussi tout mon travail sur la transmission de la mémoire trouve son accomplissement avec cette jeunesse qui est là et qui va devenir finalement les jardiniers de ces petites graines que nous essayons de semer. Et ce bord de Seine, il est là justement pour vous ouvrir l'espace avec ces jeunes gens, parce que c'est eux aujourd'hui qui sont les vedettes, vraiment. C'est pour eux que nous sommes là, Emmanuel et moi, Evelyne et tous les bénévoles de la MJC, tout le monde, les professeurs. Moi, je vais me taire, à part que si vous avez des questions à me poser, mais c'est à eux que je voudrais rendre hommage. Et nous avons l'intention de perpétuer ce spectacle, donc si les professionnels veulent continuer avec nous, nous en serons très heureux. Vous les reconnaissez facilement, hein. Ils sont en noir, ils ont une petite fleur ou une cravate. Voilà, donc qui voudrait poser une question? Thierry a le micro. Les enfants peuvent répondre. Hein. Parce que nous, on ne vous voit pas, on a une lumière dans les yeux. Vous pouvez avoir des questions, il faut répondre. Osez poser des questions. Osez, Joséphine. Au hasard, Raphaël, vous n'avez pas une question à poser? Bonjour, Raphaël. C'était au hasard, vous êtes devant. Mais j'en connais d'autres, Jean-Claude, Colette. Non, moi, c'est simplement un témoignage. Je me reconnais dans ces enfants parce que mon histoire est empreinte aussi de cette histoire de l'Holocauste, de cette histoire de Shoah, et de cette histoire aussi de s'identifier à ce message que nous laissent les gens qui ont vécu cette période abominable. Et pour que jamais que cette période se renouvelle, effectivement, il faut porter la mémoire. Mais plus que porter la mémoire, il faut, je pense aussi, faire de cette formidable idée de l'espérance, c'est ce moteur qui guide nos vies et qui nous anime du matin au soir, faire de cette espérance vraiment l'accomplissement d'une vie. Et cet accomplissement-là ne passe que par la conscience de l'autre. La conscience de l'autre, c'est le lien fraternel, le lien qui nous y dit. Et je cite souvent, moi, cette phrase de Saint-Exupéry qui dit « Loin de moi, mon frère, si tu me diffères, tu m'enrichis ». Et il dit aussi une chose aussi qui est intéressante, c'est que les épis de blé, c'est pas important dans la gerbe. Ce qui est important, c'est le lien qui noue la gerbe. Et toute ce morceau de vie que vous venez de nous donner explique tout ça. Ce qui est important, c'est l'autre. Ce qui est important, c'est le lien qui noue les choses et qui lie les hommes. Voilà. Merci. Bravo encore. J'avais une question pour les jeunes. Maintenant que vous avez fait ce spectacle, est-ce que vous êtes différent? Est-ce que vous, qu'est-ce que ce spectacle vous a apporté? Moi, ça m'a fait prendre conscience de plein de choses. Oui. De tout ce qui s'est passé, je me suis rendu compte que c'était pas forcément. Enfin, si c'était. Je sais pas. Si j'avais pas eu ma prof d'histoire, Madame César, qui m'avait expliqué ça avant, je crois que j'aurais pas très bien compris pourquoi on aurait fait ça. Et voilà. Bah, moi, franchement, j'ai trouvé que ça m'a rappelé ma 6e, parce que j'avais fait une pièce de théâtre en 6e et j'ai trouvé ça assez réconfortant, ça m'a rappelé de sacrés bons souvenirs. Et j'ai toujours vu une valeur dans le théâtre. Voilà.
Moi, j'ai bien aimé parce que j'aime bien apprendre ce qui s'est passé dans le passé. Et puis j'aime bien faire aussi du théâtre, donc c'était du plaisir pour moi. Vous chantez très bien. Vous avez une très belle voix qui me chante très bien. Oh oui. Perso, j'ai beaucoup aimé. Surtout parce que l'histoire est faite sur des témoignages qui sont vrais. Et du coup, c'est marquant quand même. C'est sérieux et pareil, j'aime beaucoup le théâtre. Donc j'ai beaucoup apprécié ce projet. Et est-ce qu'il vous a pris beaucoup de temps en dehors de votre temps scolaire? 2-3 heures par semaine? Non. On n'a pas eu beaucoup de répétitions, mais quand on les a eues, on était à fond avec les professeurs pour nous soutenir. Et moi, je trouve que ça a bien rendu. Quand j'étais sur scène, j'avais l'impression que le public aimait ça. Et du coup, moi, ça m'a fait plaisir de vous faire passer le message. On avait l'impression qu'il y avait un lien entre les témoignages et vous, le public. Donc vous avez senti que le public était attentif, mais je crois que c'est vrai, on était très émus. Votre spectacle était magnifique. Merci. Le but un peu de ce spectacle, c'est de faire passer le message au public. Et quand on le ressent sur scène, on a l'impression que le public il est sur scène avec nous et que du coup on a envie d'être avec eux. Et du coup c'est vrai que quand on est sur scène, ça fait plus d'émotion que quand on attend en coulisses par exemple. Bon, je vous ai dit qu'ils étaient magnifiques ces enfants. C'est collégiens, pardon. Ce sont des grands, ce sont nos partenaires de scène, des collégiens. Vous avez entre 14 et 15 ans à peu près, oui, des enfants, mais n'importe quoi. C'est comme si j'étais un vieillard, hein, c'est ça? Non, mais je pense à Sacha, notre Yann, qui a été vraiment extraordinaire en vieillard, vraiment, et puis vous tous d'ailleurs, mais c'est pas à moi de parler là. Allez. Un vieillard, ça n'est qu'un enfant. Et qui a toujours des rêves, n'est-ce pas? Et les vieillards sont tissés d'enfants. Au hasard, peut-être Madame Constantino a quelque chose à dire, je la vois pas. On vous voit c'est pas. au hasard, hein, on ne voit pas. C'est purement au hasard. Il y a Colette à côté, je suis sûre qu'elle a un truc à demander. On voit le premier rang, mais on ne voit rien. Oui, je voulais dire effectivement, ce spectacle prend tout son sens lorsqu'on le découvre et on le vit avec vous. Madame Olling, vous avez par votre écriture fait passer un message, une histoire qui a été reçue par des lecteurs et qui a été effectivement reçue aussi par les enseignants. Je voudrais vraiment les remercier parce que du coup, les enseignants ont fait passer aussi, à travers l'écriture qu'ils ont reçue eux-mêmes, ce message à leurs élèves et qui eux-mêmes nous l'ont fait passer également. Et nous allons le faire passer également à notre tour. Et je trouve que voilà, c'était un très très beau moment. Les élèves ont été lumineux, formidables. Vraiment, avec si peu de préparation, c'est extraordinaire. Merci encore aux professeurs, je crois qu'on peut vraiment les applaudir. Ceux qui ne la connaissent pas, vous permettez, Madame Constantino, c'est la principale du collège. Madame Olling, le micro, si je peux le permettre. Non, j'avais juste à préciser que ce spectacle devait déjà être prêt pour l'an dernier et que nous étions déjà dans une configuration... Oula, pardonnez-moi, je reprends ma voix qui casse. Nous étions dans une configuration Covid et le spectacle a été annulé presque un mois avant, alors que les collégiens avaient déjà travaillé. Et je rends honneur aux collégiens, effectivement, cette année, qui ont eu très très peu de temps. Nous avons eu un seul atelier avec eux et ils se sont engagés avec un enthousiasme total pour les 2 heures avec lesquelles nous avons pu partager avec eux au départ. C'est magnifique. Vraiment, ils savent, je crois, ou ils ne le savaient pas tout à fait encore jusqu'à maintenant, combien je les aime dans l'instant. Voilà. Un atelier de 2 répétitions. Très très très. Le programme qu'on vous a donné
resitue, entre autres, le spectacle dans son histoire, comment on s'est rencontrés. Vous avez aussi le nom de tous les participants. Et vous avez un petit peu plus. Sarah essaie d'être brève.